Salam alaikum Azul, bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons Salim Laibi pour parler du livre qu'il vient de commettre et dont nous allons parler. Chirurgien dentiste à Marseille, Salim Laibi, originaire de Bouira, dans la Kabylie méridionale, est surtout connu en France et dans le Maghreb comme étant ce qu'il est convenu d'appeler une sentinelle. Dans ce monde où la désinformation a atteint un niveau à peine imaginable de nuisance et de manipulation des opinions publiques occidentales. Mais Salim Laibi est aussi connu pour ne pas être systématiquement dans le registre extrême, dans celui de l'autisme intellectuel, du militantisme forcené, où l'on ne voit que la paille dans l'œil de l'autre, puisqu'il ne s'interdit pas de dire les choses, y compris sur ses alliés naturels, sur sa propre communauté. Dans la 4e de couverture du livre que nous présentons aujourd'hui, Salim ne prend pas de gants pour désigner de façon abrupte et nominale des intellectuels qui occupent le haut du pavé médiatique en France et qu'il accuse de répandre des mensonges, dit-il, des mensonges grossiers sur l'islam pour conditionner une opinion publique chauffée à blanc, dont on monte l'islamophobie comme on le ferait d'une mayonnaise. Et pour leur apporter la réfutation, il écrit un livre qui est à lui seul une réponse. Un livre dont le titre est « Ils aiment l'islam ». Un livre où Salim Laibi cite des personnages illustres dont il reprend des extraits de lettres et autres déclarations sur l'islam. Salim Laibi, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Salim Laibi, vous venez donc de publier, c'est d'ailleurs, je crois, votre maison d'édition, Fiat Lux. Tout à fait. Et vous avez publié de nombreux autres livres. C'est pour ça, je crois, que l'idée vous est venue de lancer une... Vous avez publié La faillite du monde moderne, hein, qui a eu un très grand impact médiatique. La dérive Skyrock, le mythomane, la face cachée d'Alain Soral, vitamine C, liposomate et cancer. Tout à fait. N'est-ce pas? Plus d'autres auteurs, on en est à 25 livres. Et il y a d'autres livres qui sortiront à la rentrée. On est assez... une belle petite maison d'édition dynamique. Et parmi les auteurs que vous avez publiés, il y a Pierre d'Ortiguier. Hein, tout à fait, le philosophe, le professeur Pierre d'Ortiguier. Oui. Il y a l'historien Paul-Éric Blanru, il y a Ginette S. Scandrani, oui. Hein, l'extraordinaire Ginette, hein, la porteuse de valises du FLN, de gauche, enfin des écologistes, etc. On a édité le philosophe Lotfi Hadjet, le traditionnaliste Pierre-Yves Lenoble. Plusieurs. Il y a Kémy Séba aussi, le panafricaniste, d'ailleurs qui vient de sortir son dernier livre, L'Afrique libre ou la mort, qui combat le franc CFA, etc., pour libérer l'Afrique de bien des tourments. J'ai joli panel plutôt de progressistes, de gens qui sont progressistes dans le sens qui ne sont pas dans le sens du courant, quoi, dans le sens du poil. Tout à fait. Et Pierre d'Ortiguier qui préface à votre livre une préface remarquable d'ailleurs, par ailleurs. Alors, le Salim Laibi, ils aiment l'islam. Édition Fiat Lux. Salim Laibi, vous dites dans la 4e de couverture, à la fin de votre présentation, parlant des personnages illustres dont vous parlez, ils aiment l'islam, Napoléon, Voltaire et autres,
Vous dites d'eux, ces derniers ont façonné et marqué la pensée occidentale de longs siècles durant. Qui se souviendra des premiers? Qui sont les premiers? Ah ben c'est les petits chroniqueurs, les petits rigolos des médias, les Éric Zemmour, les Benoît Raïski, les Philippe Val, même les Michel Onfray, même si Michel Onfray, il est un peu plus, on va dire, un peu plus subtil, un peu plus intelligent que les autres. Plus honnête. Un peu, voilà, il a eu des accès comme ça d'honnêteté, mais il retombe toujours après dans ses délires avec ses conférences avec Zemmour et François-Olivier Gisbert. Donc voilà, je ne vois vraiment pas un Onfray classé dans le même râtelier qu'un Éric Zemmour. Je ne comprends pas, très franchement. Si, il a fait des déclarations très lourdes de sens. Bon, déjà, Michel Onfray, il commet une erreur grossière. Il arrive du jour au lendemain en nous expliquant qu'il a lu tout le Coran, toute la Sira, tous les hadiths. C'est pas possible, il faut 10 ans. Donc voilà, stop, ça s'arrête là. La discussion devrait s'arrêter là. Hein. En effet, c'est pas possible, ça n'a pas de sens, c'est pas sérieux. Les meilleurs des exégètes de la religion musulmane ne peuvent pas avancer une telle... C'est minimum 10 ans. Ashar snin dirasa. Et 10 ans de 12 heures par jour. Oui. Ok, voilà. Bon, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, plus la Sira Nabawiya, plus je parle pas du Coran. Déjà, le Coran en tant que tel, c'est un corpus très, très, très compliqué. Il faut le positionner dans son contexte, les versets, les Ahmadaniya, Makkiya, etc. C'est compliqué. Donc, du jour au lendemain, il arrive, il fait un livre. On a fait une petite vidéo avec Sir Rachid Ben Issa et le professeur Pierre Dortiguier pour expliquer notamment le livre de Michel Onfray sur l'islam. Voilà, il y a des manquements, il y a des fautes factuelles, grossières. Moi, je trouve, voilà, d'un coup, du jour au lendemain, on se retrouve en France avec des experts de l'islam. Oui. Des experts, du jour au lendemain, autoproclamés. Ça fait, vous savez, moi je dis toujours ça, hein. Ils ont fréquenté des Arabes pendant 50 ans, ils ne parlent pas un mot d'arabe. Du jour au lendemain, ils deviennent des experts. Moi, je trouve ça, c'est ni honnête intellectuellement, ni sérieux. Mais je crois qu'on ne peut pas les classer tous dans le même registre. Non, tout à fait. Il y a d'abord l'intention qui n'est pas la même. Entre un Éric Zemmour et un Onfray, très juste. Je présume qu'ils ne sont pas animés des mêmes intentions. Complètement d'accord avec vous, sauf que ils participent tous de la même volonté. Là, il y a, comme ils appellent ça, l'ère du temps. Oui. C'est-à-dire taper à bras raccourcis sur les musulmans, l'islam, la civilisation musulmane. C'est quand même pas sérieux. Voilà. Moi, je suis content que Michel Onfray appelle à l'abstention. Il a compris très récemment, à la dernière élection présidentielle, qu'il ne servait absolument à rien de voter. Il aurait dû lire la note sur la suppression générale des partis politiques de Simone Veil, la philosophe, hein, pas celle qui vient de partir. Et il aurait compris que le système politique, les partis politiques, ça n'a aucune base, enfin ça n'a aucun sens, C'est de la perte de temps, de la perte d'argent public, et c'est toujours ceux qui ont de l'argent qui financent le mieux le candidat qui gagne. On le sait, c'est le candidat aux États-Unis qui a le plus de pognon, qui va faire la plus belle campagne électorale, qui gagne. C'est des études qui ont été réalisées. Donc je pense que Onfray avance, il comprend des choses, sauf qu'il est tenu par un système et qu'il ne pourra jamais dire ce qu'il pense. C'est impossible, sinon il n'éditera plus un livre, il passera plus jamais à la télé. Mais d'où vient cette attitude, délibérée ou non, de vouloir monter la mayonnaise islamophobe, islamophobe voulu ou non? D'où ça vient tout ça? Pourquoi cherche-t-on à accabler autant toute une communauté, toute une religion, alors que ces gens-là, ils sont en position, on ne peut plus, de faiblesse, ils ne représentent même pas un péril pour qui que ce soit, en fait, de façon objective. Écoutez, si vous prenez les personnalités qui font ça, elles sont quasiment toutes liées à l'entité sioniste criminelle, toutes, quasiment toutes, c'est systématique. Donc moi, j'ai ma petite théorie, c'est-à-dire que, vous avez vu dernièrement, ils ont fait du tir au pigeon en Palestine occupée. Ils ont tué des civils au fusil, boum boum, comme des pigeons, ils tombaient, comme si de rien n'était. Il n'y a personne qui est en condamné, ou sinon c'était des condamnations très légères. Et
pour permettre de tuer des gens comme ça, il faut les déshumaniser. C'est hyper important. Il faut que ça devienne des sauvages. Ils ne méritent pas de vivre. Je suis supérieur à eux. J'ai un quotient intellectuel supérieur à eux. Regardez-moi ces barbares, comment ils font, comment ils savent rien, ils sont sales, On les déshumanise, après on peut les tuer. Et ça arrange les affaires de l'entité sioniste scélérate. Moi, je vois ça clairement. Enfin, c'est évident. D'ailleurs, très souvent, je vais prendre un exemple des identitaires français. Il y a un très gros mouvement, surtout sur le net, de mouvement des identitaires. Ils sont censés être patriotes qui défendent la France. C'est très bien. Qui va leur en vouloir? Très bien. Le drapeau, vous défendez le pays, bravo. Pourquoi vous parlez... Condition que ce ne soit pas de ces nationalismes étriqués qui, par allusion, rejettent l'autre. Non, pas du tout. Se renferment, se recroquevillent. Non, ils veulent défendre leur drapeau, ils veulent défendre la France, leur pays. Je ne parle pas de... J'en connais qui ne veulent pas du tout. Au contraire, ils sont contre la France-Afrique, contre l'agression des autres pays. Il n'y a pas de problème. Après, il y a tous les excès, bien sûr. Mais ils font ce qu'ils veulent. Bon. Pourquoi ils défendent Israël? C'est quoi le rapport? Il y a une réelle jonction. Il y a une jonction. Quel est le rapport intellectuel entre défendre les intérêts? Alors moi, à chaque fois, je leur dis, vous savez, s'il y a un pays qui vous a humilié, c'est bien l'entité sioniste scélérate qui vous a volé la bombe atomique, sous le nez et la barbe du général de Gaulle. Le livre de Pierre Péan. Ils ont volé la technologie. On leur a refilé en faisant mine de voir ailleurs. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Il y a une organisation de personnalités, on appelle ça les Sayanim. C'est des gens du Mossad qui travaillent dans les plus hautes sphères de l'État, du gouvernement, dans les ports, etc. Ils ont pris la technologie en pièces détachées. D'ailleurs, il n'y a pas que la bombe atomique, il y a aussi les missiles qui transportent les têtes nucléaires. Ils ont volé ça. C'est quand même humiliant, hein, c'est extrêmement grave. Hein. Vous savez, comme je dis, il y a des... Faites disparaître 3 grenades d'une caserne, vous allez voir ce qui va se passer. Oui. Il y a une enquête monstrueuse qui va se faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui va les faire exploser en ville? C'est la panique générale. Là, ils volent la bombe atomique et on continue de faire comme si de rien n'était. C'est un allié. Non, mais c'est la blague. Mais à qui vous allez faire croire ça? C'est pas sérieux. Donc, ce que je dis, c'est que si vous voulez défendre la France, c'est très bien. Qui va vous en vouloir? En tant qu'Algérien, on est très patriote, très nationaliste, on aime notre pays, etc. Même si pour moi... Le Maroc et la Tunisie sont des peuples frères, hein, c'est pas du tout sans commentaire. Mais je ne suis pas du tout, comme vous disiez tout à l'heure. Mais comment vous pouvez parler du patriotisme et de l'intérêt de la France, surtout avec ces périodes, vous savez, d'immigration massive des migrants d'Afrique, etc. Pourquoi vous parlez d'Israël? C'est quoi le rapport? C'est quoi le sujet? Mais attention, ils défendent Mordicus. Hein. Oui, mais Selim Laibi, qu'est-ce qui explique? Moi, je vais vous donner un exemple. J'en ai parlé un jour à Christophe Oberlin, très connu pour apporter beaucoup d'aide aux Palestiniens. Il se rend souvent en Palestine pour opérer des gens. Oui, le chirurgien, voilà. Tout à fait. Alors, je lui avais fait part d'une observation que j'avais faite. Un jour, je regardais une chaîne de télévision française et je voyais des images qu'on passait sur des familles endeuillées palestiniennes qui avaient perdu des gens dans un bombardement. Et une famille israélienne qui avait aussi perdu quelqu'un et qu'on voyait. Et alors, je me suis mis à examiner de plus près les images. J'ai remarqué que quand on passait les Palestiniens, des familles de Palestiniens qui pleuraient leur mort, d'abord, j'ai vu que la plupart des images étaient filmées d'en bas. Vous savez qu'un personnage, quand vous le filmez d'en bas, surtout s'il est édenté, sur de la barbe, s'il est hirsute, c'est rébarbatif. Alors j'ai imaginé dans leur salon Pierrette et Dominique en train de regarder. Mon Dieu, mais c'est des gens qui nous ne ressemblent pas. Et puis on les voyait Kalachnikov en main tirer en l'air et crier Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et Dominique et Pierrette qui se recroquevillent. Et puis on voyait la bonne dame qui avait perdu son fils frapper la poitrine de son mea culpa et qui disait « Je suis prête à donner mes autres enfants » et tout. Pierrette et Dominique qui se crispent. C'est des gens qui ne nous ressemblent pas. On ne peut pas
les identifier leurs souffrances à notre identité propre. Et puis, on a montré des images d'Israéliens qui pleuraient leur mort. Et là, on a vu des gens dignes, debout, le mari qui enlaçait son épouse, qui pleurait doucement, sans crier, avec un mouchoir tout blanc qui essuyait ses larmes, comme ça, qui les tamponnait. Et les autres qui étaient tous silencieux, dignes, au fond du salon, qui attendaient le moment d'aller serrer les mains, prendre par les épaules. Et Dominique et Pierrette, au fond de leur salon, qui disaient « c'est des gens qui nous ressemblent ». C'est-à-dire, même s'ils ne le disent pas de façon subliminale, ils le ressentent comme ça. Alors, et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup apprécié votre livre. Pourquoi, justement, nos intellectuels, ceux qui voudraient combattre cette ère du temps, comme vous l'avez si bien dit, pourquoi n'utilisent-ils pas des méthodes comme ça, plutôt que de passer leur temps à montrer du doigt, à se faire des théoriciens du complot? Pourquoi plutôt ne pas user de ces méthodes pour essayer de réveiller les opinions publiques occidentales? Vous savez, il y a toujours... C'est une réflexion que tout le monde se dit quand on veut faire la paix. On a 95% de points communs, on ne va pas s'embrouiller sur les 5%. Oui, hein? Absolument. Si on veut faire la paix, on se dit ça. Oui. Si on veut faire la guerre, on prend les 5%, et comme on dit en arabe, menhabba dair qubba, on va amplifier ces 5%, ça va devenir 50. Je traduis, d'un grain, une coupole. Une coupole. Des milliards de grains. L'exagération. L'exagération totale. Et casus belli, et on fait la guerre ad vitam aeternam à l'ancienne, waqt al-jahiliya, au temps de la gentilité, où il se faisait une guerre pour un palmier ou pour une chèvre qui a été tuée pendant 30 ans. On peut le faire ça aussi, et c'est ce qui se passe actuellement. Donc la guerre médiatique, elle est... Parce qu'il y a une guerre médiatique. Ah non, mais c'est la seule guerre aujourd'hui qui vaille le coup d'être combattue. C'est clair, net et précis. Moi j'ai toujours dit ça, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant qu'une Kalachnikov, un M16 ou même un B-52, largement. Hein. Beaucoup plus puissant. On peut aussi dire du terrorisme médiatique. C'est du terrorisme médiatique. Alors, vous savez, elle vient de passer la loi concernant les fake news en période électorale. Le problème, ce n'est pas les fake news, c'est l'omission. Et une loi contre l'omission, c'est pour quand? Vous voyez pas qu'il y a un problème? Pourquoi on nous parle dernièrement de l'assassinat de Madame Daval ou de la petite Maëlys? En quoi ça concerne 65 millions de Français? C'est des faits divers. Pourquoi on nous ramène le procureur dans un truc de presse pendant 3 heures qui nous dit que Daval a changé de position? En quoi ça va me ramener un bénéfice? Quel est l'intérêt public d'une telle chose? Aucun. Il peut changer de version 1000 fois. Et bon, on l'a attrapé, tant mieux, il ne pourra pas récidiver. Et encore, on ne sait même pas si c'est lui. Mais ce n'est pas mon affaire, il y a la justice pour ça. Et ils font, c'est la fédivérisation de l'information et bien sûr l'omission. Donc on ne va pas parler des choses importantes, on va faire des tonnes sur des trucs inutiles, totalement inutiles, anecdotiques. On va parler des stars des médias de télé-réalité, la poubelle télévisuelle. Et voilà, et c'est parti. Et après, bien sûr, on va vous balancer des petits Éric Zemmour avec Philippe Val qui fait une pétition avec 300 personnes pour expliquer. Très bien, je vous remercie de m'y avoir amené. Extraordinaire. Qui fait. Alors, il y a des personnes dans cette pétition qui n'ont pas signé. Hein. Et qui ont démenti. D'autres qui ont retiré leur signature, comme Jacques Lang. Qui ont retiré comment ça s'est retourné, exactement. D'autres qui nient avoir donné leur assentiment. Ah oui, Ils ont mis leur nom comme ça. Oui. Voilà, ils ont mis leur nom juste pour remplir. D'abord, pourquoi 300 On ne savait pas si... Au début, c'était 250. Oui. Et après, c'est 300. Mais attendez, je ne sais pas. Mais moi, je vais vous donner mon sentiment. Il faut être précis sur les chiffres. Je vais vous donner mon sentiment sur ces 300, alors qu'il y a des gens qui sont de la communauté musulmane, qu'ils soient pratiquants ou non, par ailleurs, les Sansal et autres. Alors, moi, mon sentiment est que ce 300 n'est pas fortuit. Ah ben, c'est la bataille des hécatompiles. Mais complètement. C'est à ce moment-là de tournant civilisationnel où le sentiment de la guerre des civilisations a été inventé. Mais c'est faux, c'est un mythe. Historiquement, c'est faux. Oui, mais là, c'est le tournant civilisationnel où se seraient affrontés l'Orient et l'Occident. À l'époque, il n'y avait pas encore d'islam, il n'y avait pas encore de christianisme. Tout à fait. Et donc, eux, ces gens-là, ils considèrent qu'ils sont les 300. Ça veut dire ces héros qui vont combattre à eux seuls ces
barbares qui se comptent par milliards. Tout à fait. Donc ils ont lié cet antisémitisme à l'islam. Donc avec la mort de la pauvre dame Mireille Knoll, juste avec la période des attentats de Carcassonne et Tarbes, ils ont essayé de coller ça avec Mireille Knoll. Et après, tout de suite, alors qu'on sait aujourd'hui que l'assassin de Madame Mireille Knoll est un taré, un déséquilibre, et c'est un pédophile. Il a fait de la prison pour agression sexuelle sur une gamine de 12 ans. Oui. C'est un pédophile. Oui. Avec Madame Knoll, il buvait du Porto. Oui. Et on nous explique que c'est un islamiste. Non, mais qu'est-ce que c'est comme le monsieur de Nice, le criminel, le terroriste de Nice qui a tué des gens. Lui, c'est psychiatrie. Oui. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça le gang des camisoles. À chaque fois que je rajoute des noms, le gang des camisoles. Alors, lui, il a des certificats médicaux de médicaments, d'anxiolytiques, etc. Il était également homosexuel. Il était dans les sites Internet, etc. Il était extrêmement violent, la drogue, etc. Donc comment, s'il vous plaît, vous pouvez m'expliquer qu'on nous dit que c'est un intégriste, islamiste, rigoriste, salafiste, tout ce que vous voudrez, en même temps avec des comportements qui sont antinomiques avec l'islam. Absolument. L'islam le plus simple. Ce n'est pas sérieux. Donc, et ça, c'est systématique. À chaque fois, on nous fait le coup. Et à toutes les manchettes, on retrouve le fameux terme fatidique, islamiste, terroriste. Ouais. Ouais. Ils ont collé, ça y est, c'est collé maintenant. Et nous avons affaire à des journalistes, c'est des gens qui savent avec. C'est collé, maintenant, ils vendent le truc, c'est en pack. C'est en concomitance. C'est cadeau. Alors, vous n'avez pas vu Éric Ciotti, Valls? Oui. Alors, vous avez vu l'attentat de Münster en Allemagne? Ils ont tweeté encore la barbarie islamiste avec le même procédé. C'était un fou, un Allemand, mais Aboul Mskin. Il a foncé sur les gens, un taré. Voilà, qu'est-ce que vous voulez y faire? Ils sont rués sur l'aubaine. Lucky Luke et Billy the Kid. Ils tirent plus vite, ils tweetent. Ouais. Alors que, vous n'avez pas vu l'assassinat de Kevin, le petit Kevin, à Mourmelan, je crois. Ouais. Le petit Kevin, dramatique, 17 ans, il s'est fait poignarder 20 fois par quelqu'un. Et tout de suite, on a mis un portrait robot, quelqu'un de basané. Marine Le Pen, tout de suite, c'est l'immigration. Il y en a marre de cette barbarie. En fait, c'était l'ex-petite amie de sa copine qui n'est pas du tout maghrébin et qu'ils ont fait exprès de donner un portrait robot d'un maghrébin pour faire croire que... Voilà. Et ça y est, l'affaire est en cours. Mais néanmoins, il y en a, ils ont la gâchette facile. C'est devenu ridicule. C'est une hystérie collective. Oui. Collective. Et cette hystérie, c'est le mot. Tout à fait. Et c'est une hystérie qui a été obtenue, pour ne pas dire qui a été inséminée, si tant est qu'on peut dire laborieusement inséminée. Et nous sommes à un moment où c'est comme un peu si nous avions affaire à des spécialistes qui sont en train de rajouter quand il faut, c'est pesé au trébuchet. C'est fait par des experts. Au cordeau. Là, vous avez des médias ultra puissants. Je vais vous donner un exemple très simple. Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui s'est illustré par des mensonges ahurissants. Il a écrit un livre, il nous explique qu'il y a 4 millions d'enfants maghrébins, immigrés, de moins de 4 ans. 4 millions 4 millions. D'accord. Et alors là, franchement... D'abord, d'où il a sorti le chiffre, puisque les statistiques ethniques sont interdites en France. Il n'est pas... Nous, le Maghrébia, nous sommes en train d'essayer depuis des mois d'obtenir des chiffres sur le nombre de la présence maghrébine ou des gens d'origine maghrébine en France. Nous n'avons pas réussi. C'est interdit. C'est interdit. Et lui, comment il a fait pour avoir... mais alors là, votre question me choque plus que Zemmour. Il s'en fout complètement, il invente. Il invente, il dit ce qu'il veut. Il est condamné en justice pour appel à la haine, islamophobie, il le garde et il récidive. Et il est partout, il est sur RTL, il est sur Paris Première, Zemmour et Nolo, il est resté 5-6 ans chez Ruquier, il est sur Historia, je crois, il a sa chronique sur Le Point. Le type est indéboulonnable. Vous faites le 10e, il vous découpe la tête à la place de Grève, hein. C'est une guillotine. D'ailleurs, moi, j'ai peur que dans cette émission, le peu qu'on ait dit, et on essaye vraiment de peser au trébuchet, comme je dis,
j'ai peur que ça ne nous revienne dans le visage, quoi. Ben, on dénonce des mensonges, je crois que quand même. Oui, j'espère. Je crois quand même la justice devrait être de notre côté. Oui, j'espère. Article 40 du Code de procédure pénale, tout magistrat se doit d'attaquer en justice un désordre. Éric Zemmour est un désordre public. Quand il dit qu'il y a 4 millions de petits maghrébins, vous savez, il y a 800 000 naissances par an en France. 800 000, oui. C'est très facile. Il y a 500 000 morts, 800 000 naissances. C'est des chiffres que tout le monde connaît, il n'y a pas besoin de faire de la sociologie, de la démographie, etc. 800 000 naissances, il n'y a même pas 10%, allez, 10-15% d'immigrés. Donc, il a multiplié le chiffre par 10. Et quand Paul Moreira de Canal+ va lui poser la question, il ne répond pas, il s'en va, il se sauve. Quand Éric Zemmour dit Les amendes qu'il paye, elles sont chères? Non. Quand il est condamné? Non. Il a les moyens il peut s'offrir donc de la diffamation, de la calomnie. C'est les avocats des chaînes de télé qui payent, c'est même pas lui. Vous plaisantez, c'est même pas lui. Il y a toute une machine derrière. Il y a toute une machine derrière. Quand il dit à chaque page du Coran, c'est écrit « il faut tuer les juifs et les chrétiens ». Et est-ce que vous avez remarqué un truc extraordinaire? C'est que Zemmour, il essaye toujours de lier le sort des juifs aux chrétiens face aux musulmans. Alors... Il y a une tentative de provoquer une jonction, y compris avec l'extrême droite. Une jonction, mais complètement. Complètement. Donc une jonction contre nature, vraiment très curieuse, surtout quand on sait ce qu'a fait Isabelle la catholique aux Juifs, quand on sait ce qu'ont fait les Anglais qui ont interdit pendant 3 siècles et demi leur territoire aux Juifs, quand on sait ce qu'ils ont fait les Allemands, ils ont passé leur vie à tuer les Juifs, à les massacrer. Et les ghettos. Les ghettos. Écoutez, et vous parlez justement dans votre livre de la cohabitation très harmonieuse entre les Juifs et les musulmans pendant des siècles. Alors justement, parlons de ça. Les Visigoths, quand les musulmans arrivent en Espagne, l'Espagne est contrôlée par les Goths, les Visigoths. Les Ostrogoths, les Visigoths, c'est des peuples alémaniques, bidules. Et qu'est-ce qu'ils font après le concile de Tolède? C'est très simple. C'est soit ils se convertissent, soit ils se font buter, ils se font tuer, ils se font massacrer. Ils leur ont fermé leur synagogue, ils n'avaient plus le droit de manger cachère. Ils leur kidnappaient leurs enfants pour les élever dans le christianisme. Voilà ce qui s'est passé quand l'islam est arrivé. C'est-à-dire quand l'islam est arrivé, il a sauvé les Juifs du massacre. Oui. Deuxième sauvetage spectaculaire. Alors écoutez-moi bien, ouvrez vos oreilles. La chute de Grenade, Isabelle la catholique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vire tout le monde. Sauf les maranes, ceux qui font semblant de se convertir. Tout à fait. Mais ils se font tuer quand même. Parce que dès qu'ils voient qu'il n'y a pas trop d'activité Shabbat au bûcher, les morisques pareil, dès qu'ils voient qu'ils continuent à faire Ramadan au bûcher, ils en ont tué 3 millions de morisques. Isabelle la catholique Isabelle et Ferdinand. Et Ferdinand a tué 3 millions de morisques. Vous savez qu'ils payaient des armateurs pour entrer au Maghreb, en Afrique du Nord, et les armateurs, pour se faire beaucoup d'argent, ils les jetaient en mer, ils revenaient en prendre d'autres. Les Fekkekin, ceux qui allaient sauver les musulmans et les juifs pour les ramener en terre maghrébine. Eh bien, ça fait 3 millions de morts. C'est pas moi qui le dis. Alors systématiquement, je tiens à le dire, dans ce livre, ne parle que des Occidentaux. Comme ça... On ne va pas nous dire, oui, mais bon, c'est encore un arabe qui l'a écrit, il va défendre sa cause. Non. Goethe, Voltaire, Lamartine, des grands historiens, les plus grands historiens des plus grandes universités américaines, anglaises, françaises, etc., le disent. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand je dis les plus grands, c'est les plus prestigieux. D'ailleurs, tout votre livre ne parle que de ça. Il parle que de ça. Ce sont des personnages illustres qui non seulement rendent hommage à... Je vais essayer d'en lire tout à fait. Il y a beaucoup de juifs, énormément de juifs. Il y a des maronites qui rendent grâce aux musulmans. L'abbé de Broglie, c'est un catholique. C'est un catholique de l'Institut catholique de Paris. C'est pas rien du tout. Qui explique que les 2 premiers califes de l'islam ont géré leurs affaires mieux que les princes chrétiens de l'époque. Vous avez, mais c'est ahurissant. Vous avez Gilles Taïeb, vous avez plein de juifs qui écrivent sur le Maghreb, comment on vivait avant la colonisation. Il y a tous les extraits. Alors, ce que j'ai essayé de faire et qui n'existait pas,
Je voulais donner le titre du livre, le chapitre et la page, l'année de l'édition et la maison d'édition. Oui. Je trouve, et juste en dessous, il y a la présentation de l'auteur. Oui. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas un petit historien Moi, qui a écrit 2 livres. J'ai été impressionné par ce que pensent ces personnages illustres. J'en peux en nommer quelques-uns. Hein. Voltaire, Montesquieu, Tolstoï, Nietzsche, Napoléon, Pierre Rossi, Guénon, Oswald Spengler, Lamartine, Leibniz, Goethe, Victor Hugo, Simone Weil, Ernest Renan, Gustave Le Bon, etc. etc. Ah non, mais c'est spectaculaire. Je ne sais pas, je vais essayer d'en citer un ou deux. Il y en a 108, hein. Alors, Renan, cette civilisation musulmane, maintenant si abaissée, a été autrefois très brillante. Elle a eu des savants, des philosophes, elle a été pendant des siècles la maîtresse de l'Occident chrétien, etc. etc. Pas au hasard, j'ai pris quelques notes. Non, l'islamisme ne proscrit pas, ça c'est Vaux-Saint-Cyr. Non, l'islamisme ne proscrit pas la science et la physique, n'est pas contraire au sentiment que nous devons avoir de la toute-puissance de Dieu, mais l'islam reconnaît certains dangers de la science qui sont le développer à l'excès chez ceux qui la cultivent, les passions intellectuelles, etc. etc. Simone Weil, peut-on dire que nous avons apporté la culture aux Arabes, eux qui ont conservé pour nous les traditions grecques pendant le Moyen-Âge? Et je trouve que là, elle a été un peu en deçà de la réalité. Eh ben, c'est Pierre Rossi qui la corrige à elle. Ah, parce qu'elle n'a pas fait. Qui la corrige. Les musulmans n'ont pas fait que garder. Non, mais c'est pire que ça. Les Grecs ont tout leur travail héritage vient des Arabes. Et Pierre Rossi l'explique parfaitement dans La Cité d'Isis, l'histoire vraie des Arabes. À la limite, pour ne pas rentrer dans ce que vous venez de dire, mais du moins, les Arabes qui ont conservé, qui ont déterré la science et la philosophie, les mathématiques, l'astronomie grecque qui étaient quasiment plus qu'inhumées, morts. Ils les ont revivifiés, mais développés. Mais vous portés au pinacle de la science de l'art. Niveau. Oui, oui. Ah ben ça, c'est Sigmund. Pas seulement ils ont gardé pour nous. Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Oui, Sigmund Hunk. Elle y est d'ailleurs dans le livre. Il faut lire ce livre. Extraordinaire. Extraordinaire. Elle parle parfaitement. Elle cite tous les noms, comment ils sont allés. Il y a quand même, je ne sais pas. Alors, il y a un auteur, je ne sais plus c'est lequel, je ne sais plus si c'est André Clos, qui explique qu'en 3 siècles, du 9e au 12e siècle, les ouvrages scientifiques en langue arabe ont été publiés, édités, plus que toute autre langue dans le monde. Oui. C'était la langue de la science en dehors de l'Extrême-Orient. Chine, Japon. Et moi, j'ai lu quelque Tout le part, reste, c'était la langue de la science. J'ai lu quelque part que Beit al-Hikma, la fameuse bibliothèque, qui n'était pas une bibliothèque royale, une bibliothèque qui était mise à Bagdad, à la disposition de tous ceux qui publics. Public, tout à fait. Dans la seule Beit al-Hikma, la maison de la sagesse, il y avait, à l'époque, il n'y avait pas de bibliothèque en Europe. Il y avait des manuscrits dans les monastères, généralement. Alors, cette personne, dont je ne me rappelle plus le nom, me dit que les ouvrages contenus dans Beit al-Hikma étaient au moins 10 fois plus importants, plus nombreux, au moins 10 fois, que tous les livres de tous les monastères d'Europe. Sans aucune difficulté. C'est dire. Sans aucune difficulté. D'ailleurs, vous savez, il y a un truc, si vous voulez, on parlera aussi de Dhimma, de Jizya, etc. Oui, nous allons y arriver. Oui. À un moment donné, on demandait aux dhimmis de payer en livres. En livres. Oui. Le culte du livre chez les musulmans est extraordinaire. On ne nous appelle pas les gens du livre pour rien. Ça veut dire payer le tribut en livre. De la protection due, voilà. C'est ça la Dhimma. Voilà. En livre, pas en argent. Tout à fait. Il n'a pas d'argent, il a des livres, il paye en livre. Donc le livre, chez nous, c'est quelque chose de sacré. Et ça, on l'a perdu aujourd'hui. Tout à l'heure, vous m'avez montré quelques images que vous commentiez pour moi. Et donc, nous avons voulu les passer. Nous allons vous laisser les commenter. Pourquoi? Parce que ces images procèdent d'une certaine façon à lever cet équivoque immense, savamment installé sur les relations entre les musulmans et les occidentaux d'un côté, et aussi cette façon de vouloir altérer, salir, dégénérer l'image réelle de l'islam et des musulmans. Nous allons les voir et je vous demanderai de les commenter l'une après l'autre.
bon, ça c'est la couverture du livre. Je voulais juste citer les personnes qui sont dessus. Donc, on a Napoléon en haut. Napoléon, dans ses lettres à la fin de sa vie, hein, vraiment à la fin de sa vie, il a eu des propos extrêmement élogieux envers l'islam. Et donc ça, tout le monde... Alors, Napoléon, il y a une problématique avec Napoléon, c'est qu'il a eu des propos élogieux quand il est arrivé en Égypte. Alors on a dit oui, c'était stratégique, c'était pour coloniser, etc. D'accord, mais à la fin de sa vie, il va mourir. Il a tout raté, il va mourir. Bon, on va prendre quand même un peu au sérieux ce qu'il dit. Bon, Voltaire, c'est extraordinaire. Le cas Voltaire, d'ailleurs, on a écrit un petit livret sur Voltaire, préfacé par le professeur Pierre d'Ortiguet. Alors, Voltaire, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'édition de l'intégrale de Voltaire, c'est 70 volumes, 35 000 pages. Voltaire est un génie, il n'est pas normal, ce type. Je pense que Voltaire a passé 98% de son temps... Elle est bien bonne, celle-là. Il n'est pas normal, ce type. Il n'est pas normal. Il a passé 90% de sa vie à écrire. Il est génial. Il est extraordinaire. Oui. Pour écrire tout ce qu'il a fait, il est extraordinaire. Alors, c'est vrai que Voltaire, au début, il était très critique envers l'islam. Mais petit à petit, après avoir étudié la question, il a été extrêmement élogieux dans l'histoire des mœurs... et des nations, il a été extrêmement élogieux. Donc, quand on parle de Mahomet, et le fanatisme et le prophète, oui. C'était pour critiquer le clergé catholique. Et il avait compris, le clergé, puisqu'à la deuxième présentation de la pièce, il a été interdit par le pape. Hein, alors qu'il avait envoyé une dédicace spéciale pour le pape, c'était Benoît XIV, je crois, à l'époque, ou XV. Donc les musulmans ont toujours eu bon dos. On servait d'eux pour faire passer les messages. Mais après il a rectifié le tir, avec notamment en prenant, en Angleterre, en prenant le pseudo de Milord Bolingbroke, il a fait des écrits très intéressants. Lamartine, exceptionnel. Victor Hugo, L'an 9 de l'Hégire, il faut le lire. Il a fait une poésie sur le prophète, c'est du madh. C'est du madh. C'est extraordinaire ce qu'il a écrit sur le prophète. Vous le trouvez partout sur Internet. Hein. Les Contemplations, Victor Hugo, L'an 9 de l'Hégire. L'an 9, lisez L'an 9 de l'Hégire sur le prophète de l'islam. Alors, Victor Hugo était clairement musulman. Ça ne peut pas être autrement. Certains disent qu'il se serait converti. C'est sûr. Il suffit de lire le truc. Comment vous pouvez le savoir? Comment vous pouvez être aussi affirmatif? Lire L'an 9 de l'Hégire. Vous allez comprendre. Un musulman comprend. Quand il lit L'an 9 de l'Hégire, il sait ce que c'est. Et Tolstoï? Tolstoï, c'est fabuleux. Tolstoï, d'abord, il a fait deuxième langue arabe. Okay, il parlait arabe? Il parlait l'arabe, oui. Tolstoï parlait l'arabe. Il a écrit un livre sur les hadiths prophétiques en 1910-1909. Et on a des correspondances de Tolstoï dans lesquelles il dit qu'il est musulman. Point. Tolstoï, c'est le plus grand écrivain russe de tous les temps. Bon, à part ça, tout va bien. Goethe, alors je vous explique que, vous savez, il y a plein de... Moi, ils me font doucement rigoler. Il y a plein de gens qui nous expliquent qu'on est divisé sur Terre par rapport à notre quotient intellectuel. Alors, les Blancs, ils sont à tel truc, nous, on est en bas, les Noirs, les pauvres, ils sont à 50, et que c'est comme ça que ça fonctionne. À certains moments, on mesurait même les tours de tête. Exact, la craniométrie, tout à fait. Toute l'école d'anthropologie de Paris, au Bled, quand ils sont arrivés, Broca, Topinard, toute la clique, ils mesuraient les trucs et ils ont compris 20 ans après que ça n'avait aucun sens. Aucun, absolument aucun. Il y a des gens grands comme ça, des petits comme ça. Bon, bref. C'est le règne de la quantité. Vous savez, c'est ça le règne de la quantité. D'ailleurs, chez nous, en Algérie, on dit « Ras Urchin » de quelqu'un, ça veut dire pour dire il est obstiné, il est obtus. Exactement. Il a une grosse tête. Exactement. Ça n'a rien à voir. C'est la qualité, la quantité. Oui. Donc, Goethe et Tolstoï, Goethe et Voltaire, ils ont des QI estimés à 200, 180, 200. Pourtant, ils ont eu des propos. Goethe, il faut lire son divan orientalo-occidental, occidentalo-oriental. C'est extraordinaire, c'est juste extraordinaire. Goethe était musulman, il faut le comprendre. Ah bon? Ah ben certain. C'est confirmé? C'est certain. Il ne peut pas écrire ça sans lettres. Ça n'a aucun sens. Mais ça reste une appréciation.
Non, ce n'est pas une appréciation. Non, il y a des écrits. Ça, c'est, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'a jamais dit « je suis musulman ». Je vous pousse et encourage à inviter le professeur Bierdordiquier, qui connaît très, très, très bien ces deux personnages, Voltaire et Goethe. Nous le ferons. Voilà. D'ailleurs, il a l'édition de Quel de Beaumarchais, les 70 volumes. Pierre Dortiguier, là, il l'a lu. Hein, ça ne s'amuse pas. Simone Veil, vous l'avez cité. René Guénon, pour moi, c'est le plus grand penseur français du siècle dernier. Il s'est converti à l'islam. Nietzsche. Nietzsche, il a eu des propos islamophiles inouïs. Inouïs. Ils sont dans le livre. Inouïs. C'est juste extraordinaire. Nietzsche, c'est quand même... C'est pas rien, Nietzsche, hein, en Europe. Donc, quand je dis qui a façonné la pensée occidentale, ce sont ces gens-là. Gustave Le Bon. Ah, Gustave Le Bon, alors là, vous avez les livres, les 6 tomes de Gustave Le Bon gratuits en PDF sur Internet. Et vous allez vous avez les citations intéressantes. Oui. Alors, il faut que vous sachiez, Si Jamal, que j'ai sélectionné vraiment chouïa. J'ai pris très peu. Il y en a d'autres. Mais c'est des livres entiers. Mais comment t'en fais pour occulter un dernier nom avant de vous poser une question. Bernard Lewis. Moi, je suis très étonné, Bernard Lewis. Il y en a 50 des comme lui. Des juifs qui ont des propos. En fait, c'est des universitaires qui travaillent les archives et qui ne mentent pas, qui disent la vérité. Oui. Voilà. Ce n'est pas des idéologues. Mais comment a-t-on fait pour occulter des appréciations aussi élogieuses, aussi honnêtes, aussi sympathiques, aussi amicales de personnages aussi illustres, à un moment où on monte en mayonnaise, où on met en exergue des petits ragots, des petites haines, de gens parfaitement insignifiants? C'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est que ça se passe en plusieurs étapes. D'ailleurs, d'abord, il faut abrutir la population. Comme ça, elle n'a plus accès à ses livres. Il n'y a plus personne qui veut lire. Vous savez, c'est le fameux Anne Batté, en fait. Donc, Ahmar, vous pouvez mettre tous les livres du monde dessus. C'est qui transportait les livres avant? C'est les C'est eux qui nous ont ramené les chameaux, etc., qui nous ont ramené les livres qui n'avaient pas Gutenberg. Qui ont permis de construire nos villes, exactement, qui ont permis de faire les civilisations. De nous soigner, ces pauvres bêtes que nous traitons d'âne batté. Exactement. Oui. C'est eux qui nous ont permis de monter dans les montagnes de Kabylie escarpées. Oui, qui c'est qui ramenait les livres là-bas? Absolument. Compliqué l'hiver. Hein, donc, l'âne mesquin, il ne peut pas accéder au savoir des livres. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fait pour. Donc quand vous voyez le niveau aujourd'hui, d'ailleurs tout le monde s'inquiète de la chute du niveau scolaire des gens, il y a la télévision aussi qui a détruit l'attention, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Michel Desmurger, TV Lobotomie, lisez le livre, qui a détruit la possibilité, les capacités de concentration des gens. Les gens ne peuvent plus se concentrer sur un livre. C'est fini. C'est vrai. C'est du rapide, c'est du jetable. Oui. Tic, 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 ça... Allez, on passe à autre chose. Et du coup, maintenant, on peut cacher tout ça. Tout à l'heure, on parlait des Juifs qui ont été massacrés une fois par les Visigoths, la deuxième fois par Isabelle la catholique. Il faut absolument que je revienne là-dessus, que je finisse. Ils ont été accueillis par qui, les 150 000 Juifs? Par les Marocains. D'un côté les Turcs, de l'autre les Maghrébins, les Ottomans et les Maghrébins. Et oui. Et oui, qui c'est qui les a sauvés? On connaît le fameux afflux d'Ephraïm Nkawa, qui a ramené des dizaines de milliers de Juifs. Ephraïm Nkawa, qui est enterré aujourd'hui à Tlemcen, et qui est visité par les Juifs du monde entier. Ephraïm Nkawa était le guide des pèlerinages. Oui, en effet. Des pèlerinages. Juste après la chute de Grenade. Donc, comment moi, je veux qu'il m'explique Éric Zemmour, parce que, attention, en France, aujourd'hui, en 2018, Éric Zemmour est un intellectuel. Oui. Il est un intellectuel. Oui. C'est un grand penseur. Oui. Chauffe le niveau où on. Et il a le haut du pavé. Ah, c'est le summum. Oui. Tout le monde le cite. Ça y est, Éric Zemmour a écrit un livre, 500 000 ventes. Nous allons continuer à commenter les autres images, oui. mais je vous demanderai d'aller un peu vite parce que nous allons arriver bientôt à la fin de l'émission. Bon. Donc le reste des images. Bon, ça c'est l'hystérie collective. Hein. Ça c'est une photo qui a flambé sur les réseaux sociaux en expliquant, regardez l'invasion des burkas, en fait c'est des sièges d'autobus. Ça c'était en Hollande, si ma mémoire est bonne. Ce sont des sièges d'autobus. C'est incroyable. Et ça fonctionne. C'était du temps de Hollande, je crois.
François Hollande. Oui, oui. Semble, hein. Il y a 2-3 ans. Voilà. Il y a 2-3 ans, tout à fait. Alors ensuite, l'autre image. Alors ça c'est des... vous savez, aujourd'hui, on nous explique... Des affiches publicitaires pour le tourisme. Voilà, on nous explique que là, aujourd'hui, vous savez que le voile, ils veulent l'interdire dans l'espace public. Oui. Hein? Le voile musulman, ils veulent l'interdire dans l'espace public, ce qui est c'est de la folie, c'est de la pure folie. Après, ils se disent humanistes, progressistes, ouverts à l'autre, universalistes. Oui. En fait, j'ai jamais vu des gens aussi hypocrites. En fait, c'est tout va bien si tu es comme moi. Voilà, c'est ça leur devise. Donc regardez en France, dans les années 50, les affiches touristiques pour pousser les gens à aller visiter la Tunisie. Oui, mais là, je crois que c'est un peu la Fatma, l'exotique, la Fatma qu'on montre, qui n'a pas d'importance. C'est presque pas une personne. Hein. On montre un paysage exotique, des palmiers, une femme voilée. D'accord. C'est des infra-humains. D'accord, mais c'est plus possible aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, vous ne ferez plus ça. Dolce & Gabbana, H&M ont essayé de vendre ils appellent ça de la mode islamique. Oui. Alors qu'elle n'est pas du tout islamique, hein, c'est serré, ça sort carrément. Franchement, ça n'a rien d'islamique. La mode islamique, on la connaît. Elle est simple. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, feu Pierre Berger, il est monté au créneau, il appelait au boycott de la mode islamique, alors que lui-même, dans les années 70-80, il a fait avec Yves Saint-Laurent vous les verrez, des femmes voilées. Donc, qu'est-ce qui a changé entre... C'est exotique, il y a 40-50 ans et aujourd'hui. C'est un parfum d'Orient, de harem. D'accord, mais vous ne pouvez plus le faire aujourd'hui. Et c'est le cas de la poupée Barbie version musulmane, poupée Barbie voilée. Là, toutes les grandes surfaces l'ont refusé. L'image prochaine, l'autre image. Donc, regardez, là, c'est une burqa. Oui. Donc, c'était une affiche publicitaire. Oui. Visiter la Tunisie avec un beau regard noir derrière. La suivante, alors. elle est pareille. Vous allez avoir... Alors, regardez-moi ça. Banque de l'Algérie, ça, c'était du temps du colonialisme. Ça, c'était du temps du colonialisme, les années 40. Là, c'était 5 francs. Alors, ça, c'est 5 francs de la Banque d'Algérie, donc imprimé. Alors, en bas, Bismillahirrahmanirrahim. Waylun lil mutaffifin. C'est un verset coranique aux faussaires, ceux qui trichent les faussaires. Et qu'est-ce que vous avez Une femme en haïk. Une femme en haïk. Donc, dans les billets de banque, il y a 70 ans, ça ne représentait aucune difficulté. Il n'y a pas d'espace public, si je peux dire, plus public que le billet de banque. C'est tout dire. Là, ensuite... C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire. Alors ici, on a parlé des Juifs qui ont été sauvés par les Turcs. Et là, vous avez un télégramme reçu par Abdülhamid II, le sultan de Turquie, avant sa chute par les jeunes Turcs, d'une association anglaise de Juifs qui le remercie pour les 4 siècles de tolérance, qui le remercie pour sa clémence, pour tout. C'est-à-dire qu'il le remercie de leur avoir sauvé la peau. Et là, aujourd'hui, Éric Zemmour, ce menteur pathologique, ce mythomane, vient nous expliquer qu'à chaque page, il l'a dit. J'aimerais, Salim Laibi, que nous évitions ce genre de qualificatif, puisque la personne n'est pas là, M. Zemmour. Oui. Je préfère éviter le mot menteur pathologique, très franchement, je vous le demande. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais c'est ce qu'il est à la colère, hein, parce que là, je viens de prouver factuellement que c'est un menteur. Parce qu'il a dit qu'à chaque page du Coran, c'est écrit « tuer les Juifs et les chrétiens ». Chaque page? Chaque page du Coran. D'accord. Il y a Tom Anderson qui a fait une étude statistique, mathématique, sur les versets violents. Il y a 5 versets sur 6300 dans le Coran qui appellent au meurtre. Contextualisé, hein, 5 sur 6300. Donc, au pire, c'est 5 pages. Donc, où c'est à chaque page? C'est très grave ce qu'il fait, Éric Zemmour. Hein. Il appelle au meurtre du musulman. C'est-à-dire, regardez, ces gens-là veulent nous tuer, donc vous pouvez y aller. Et qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? D'ailleurs, ça aboutit à ce que vous êtes en train de dire. Il y a eu l'arrestation, il n'y a pas très longtemps, d'un commando qui se préparait à assassiner des musulmans, juste parce qu'ils étaient des musulmans. Halal. Oui, absolument. À empoisonner le rayon halal, alors que c'est... L'appel à la haine aboutit toujours à ce genre d'initiative.
que n'importe quel Français peut acheter ces produits. Une autre image avant de clore l'émission. Alors ça, c'est les femmes françaises il y a les années 40. Voilà comment elles étaient habillées. Voilà. Elles étaient habillées de façon décente, de façon pudique. Et les musulmanes, elles ne s'habillent pas autrement que comme ça. Donc nous, on pose la question, qu'est-ce qui a changé ici entre ces années-là et aujourd'hui? Pourquoi cette hystérie collective, médiatique, extrêmement violente envers les musulmans et les musulmanes en particulier, alors que, en fait, on avait tellement de choses en commun à la base. Est-ce qu'il ne serait pas bon, et pour les musulmans, surtout les musulmans qui vivent en Europe, en Occident, et qui vivent vraiment de façon très pénible, de peur, honte, ils rasent les murs parfois, qu'est-ce qui serait bon de faire pour essayer de réconcilier un peu les mentalités, pour essayer de lever ces équivoques, ces manipulations de masse, ces gens que la propagande dispose contre le musulman de façon totalement stupide, voire irraisonnée? Ben, c'est la science, le savoir. Il faut revenir à la science ou à la réalité. Ces gens sont des menteurs, c'est des propagandistes. Donc, il faut revenir à ce qui est réel, à ce qui existe. Donc, quand on reprend certains passages, moi, je pense que les gens honnêtes, quand ils vont lire ce que disent toutes ces personnalités, ils vont se dire, à un moment donné, je crois qu'on m'a menti. On m'a menti. Et de toute façon, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la guerre, c'est ça qu'ils veulent. Qui va y gagner quoi que ce soit dans une guerre civile? Rien. Rien. Selim Laibi, merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous recevoir, particulièrement que c'est la première émission, c'est le premier numéro, on dit le numéro 0, je crois, de cette émission. Je rappelle que vous avez donc publié ce livre, « Ils aiment l'islam, ontologie des écrits des grands auteurs occidentaux ». C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Selim Laibi, au plaisir de vous revoir. À bientôt. السلام عليكم بقوا على خير بالسلامه.